Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 26 août 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec ce qui s'est passé en Russie cette semaine. Prigojine, l'ancien chef de Wagner, aurait été tué dans un accident d'avion. Alors je dis aurait parce que la communauté internationale n'a pas eu accès évidemment au site du crash et on sait que la Russie est assez forte en matière de désinformation depuis plus d'un an que la guerre a commencé. On le sait, les déclarations du Kremlin sont assez fantaisistes en ce qui concerne un peu toute la politique étrangère. Donc, ce qui s'est passé avec le crash d'avion, on n'est pas totalement sûr que l'ex-chef de Wagner, Prigojine, soit véritablement dedans. En tout cas, c'est quelque chose qui arrange tout le monde, qui arrange à la fois euh, le gouvernement russe parce que ça montre sa fermeté face au putsch qui a été tenté. Ça arrange aussi éventuellement Prigojine si c'est pas lui parce on arrête de rechercher les gens que quand ils sont morts forcément. Donc si c'était un de ces sosies ou éventuellement s'il n'était pas dans l'avion, ça l'arrange. La vérité, on va dire, elle importe peu. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir ce qui va se passer prochainement dans le conflit ukrainien et russe, c'est-à-dire si la Russie, une fois qu'elle a passé ce cap et qu'elle a pu se réorganiser suite à la défection de Wagner, est-ce qu'elle va augmenter son impact sur le front de la guerre ukrainienne? Est-ce que la guerre va reprendre de plus belle? Ou alors est-ce qu'on va avoir un retrait des troupes russes? C'est ce qu'il va falloir voir en ce début septembre. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est notamment les actions en rapport avec la guerre, tout ce qui est la défense. Donc il y en a beaucoup, il y a Rheinmetall, la GMI Thales par exemple, parce elle est sur des niveaux de soutien intéressants depuis plusieurs mois, donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a à suivre ce qui va se passer sur le front ukrainien. Ça pourrait influencer et influer le cours des actions en rapport avec la défense. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on va parler de l'inflation. Alors, on va reparler après du symposium de Jackson Hole dans le Wyoming avec les banques centrales notamment. Mais on va d'abord s'intéresser à l'inflation et au prix. Au CRB, c'est le prix un peu des matières premières. Alors, il y a l'énergie, l'alimentaire, le gaz, les métaux précieux. Il y a un peu tout. Ce qu'on voit ici, février 2022, c'est ici. C'est fin février, c'est l'invasion de la Russie en Ukraine. Donc on avait déjà un post-Covid une inflation galopante qui a été accélérée par le mouvement de la guerre. Et ensuite on a eu une consolidation et une baisse de cette inflation pour arriver à des niveaux comparables à ce qu'on avait avant l'invasion de la Russie en Ukraine. On le voit ici, c'était au mois de juin-juillet dernier. Donc ça, c'est une période intéressante parce qu'on avait une continuation de la baisse de l'inflation. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un petit rebond sur ces niveaux-là depuis le mois de juillet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un rebond de l'inflation, c'est-à-dire que les prix qui continuaient à descendre ont arrêté un peu de chuter. Et alors pour l'instant, on est dans du rebond technique, mais ça pourrait être important. Pourquoi? Pour ce qui va se passer sur les réunions des banques centrales et notamment les hausses des taux. On en parle souvent. Ça fait souvent bouger beaucoup les marchés. Et ça, c'est un point plutôt négatif. Pourquoi? Parce que si on a un rebond de l'inflation et un arrêt de la chute des prix, on va certainement vers un serrage de vis un peu plus fort au niveau de Powell, de la Fed, de la BCE aussi avec Lagarde pour continuer à monter les taux. On sait que la Fed, ils sont déjà à une fourchette entre 5,25 et 5,50. Il y aura peut-être une pause au mois de septembre et certainement une hausse au mois de novembre. On pensait avoir déjà la fin de la hausse cette année, peut-être le début de la baisse. Pour la fin de l'année 2023, si on continue à les monter, c'est que la baisse, elle n'est pas pour tout de suite. Donc ça va mettre peut-être encore un coup et puis une pression supplémentaire sur les marchés actions.
Donc c'est pour ça que ce graphe sur le CRB, il est plutôt intéressant. On va regarder le Brent aussi. Alors le Brent, c'est quoi? C'est le pétrole, hein, le prix du pétrole. Avec les principaux producteurs de pétrole qui sont plutôt satisfaits en ce moment parce que le pétrole est plutôt cher, plutôt haut, hein. Pareil, hein, l'invasion de la février, fin février 2022, l'invasion de la Russie en Ukraine, il est ici avec l'explosion du Brent. C'était comme le CRB, on avait déjà eu une inflation galopante sur le prix du pétrole depuis le post-Covid. Donc là, on a la consolidation qui se fait. Et puis toujours sur ces niveaux-là, les niveaux qui nous intéressent, ils sont là, les 70-75 pour un niveau support. C'est-à-dire que si on casse ces niveaux-là, on ira probablement vers une grosse baisse de la demande et une récession. Donc c'est une récession un peu plus dure. C'est ces niveaux-là qui vont nous alerter probablement. Au-dessus, c'est compliqué d'aller au-dessus, hein, parce que même si les producteurs ici de pétrole, on le voit, hein, il y a eu un petit gap, c'était la baisse de production de barils. Donc forcément, mécaniquement, ça induit une hausse du prix du pétrole, mais qu'on a quand même une demande et puis un contexte économique compliqué. On va plutôt vers une récession, hein. Même si les chiffres ont été, surtout les gros, ont été pas mal, mais tout ce qui est pas comme Nvidia, hein, par exemple, on a beaucoup d'entreprises qui ont du mal. Donc la zone des 90 a dépassé. Si on arrive à la dépasser, ça relancerait un scénario plutôt haussier qu'aujourd'hui on a du mal à imaginer parce que tout le contexte économique, parce que la possiblement baisse de la demande. Donc ces niveaux de 90, si on s'en rapproche, on va plutôt consolider comme ça a été le cas depuis quasiment 8 mois, un an maintenant, hein. Donc c'est toujours un range, hein, qui est plutôt favorable pour les producteurs de pétrole. Le niveau des 75-90. Et puis bientôt aussi, on a l'hiver qui va arriver. Il va falloir refaire les stocks de gaz, de pétrole pour se chauffer. Ça aussi, ça pourrait jouer sur les cours, mais toujours dans ce range. Donc si on vient à casser les niveaux pivots, c'est là que ça devra nous alerter. Pour l'instant, on est dedans et il se passe à ce stade-là pas grand-chose, donc pas de réel impact sur la tendance forte à venir et sur le marché action. Mais si on vient à casser dans un sens ou dans l'autre, ce sera une belle indication. Donc le cours du pétrole peut être intéressant à suivre, même si on ne traite pas le pétrole en particulier. On va regarder l'or. L'or, c'est pareil, il ne se passe pas grand-chose sur l'or. On est en phase de consolidation depuis maintenant, ici le début mai, hein. Mai, juin, juillet, août, ça fait 4 mois. On a cette oblique haussière ici sur lequel on est revenu aussi. Et surtout, la zone des 1800, hein, très importante, la zone des 1800 sur l'or, a énormément testé, qui sert souvent de support. On l'a vu ici au mois de février 2023. Et sa moyenne à 200, donc le retournement, hein, sur l'or. Et là, on est en train de la tester. Donc, on a un peu une concordance de tous ces facteurs, l'oblique, la moyenne à 200, qui est en train d'être joué par le métal précieux. Et pour l'instant, il n'y a pas véritablement de sortie. Il y a cette zone qui est jouée par le cours. Et on voit qu'on vient pas casser vers le haut, on casse pas vers le bas. Le sens de l'or n'a pas été encore annoncé. Il faudra voir ce qui va se passer aussi sur l'économie générale. Ça va éventuellement impacter l'or. Ce qui va se passer aussi sur l'euro-dollar, notamment le dollar. Mais là, on n'a pas véritablement de sens, hein. Si on veut avoir un scénario haussier, il faudra casser cette oblique rouge ici et retrouver l'or au-dessus des 1940-1950. Alors là, on pourra se dire qu'on va vivre un nouveau cycle haussier sur l'or. A contrario, si on n'arrive pas à maintenir ces niveaux-là, on ira peut-être rechercher les 1800. Et sur les 1800, on voit qu'on a un gros support, hein, à chaque fois sur le métal. Ici, au mois de mars, pareil au mois de décembre, une résistance ici au mois d'août. Donc les 1800, c'est vraiment une zone pivot sur l'or qu'on pourra éventuellement acheter si on y revient. Donc on le voit avec cette flèche, et c'est un scénario, hein, qui assure ici et éventuellement un rebond. Mais pour l'instant, on est dans une zone de travail sur l'or. Il n'y a pas véritablement
de tendance qui se matérialise à ce stade, mais ça se surveille évidemment. Alors on va regarder ce qui s'est passé sur les marchés, avec notamment le symposium, j'en parlais en préambule de Jackson Hole, où on a les réunions des banques centrales avec Jérôme Powell notamment, qui parle tout ce qui va se passer au niveau de la politique monétaire et qui essaye de lutter contre l'inflation. Pour l'instant, ça marche moyennement. On a encore une inflation forte, même si elle baisse pas assez vite. Et l'objectif d'avoir seulement 2% d'inflation, c'est pour l'instant encore un échec. D'où la possible montée des taux prochainement. Alors, le discours de Powell a été pas super intéressant parce il a dit des banalités un petit peu, hein, comme quoi il faudrait pas trop monter parce que ça va tuer l'économie, mais il faut quand même éventuellement monter si on a des données qui montrent que l'inflation ne descend pas assez. Donc ça, on le savait déjà, merci. Euh, pour la suite, on le sait, c'est quand même plutôt... il a une politique plutôt quiche, donc on va aller vers peut-être encore une hausse des taux. Euh, on va regarder ce qui s'est passé en direct. Donc, quand le discours, ça s'est fait à 16 heures. Alors là, on va le regarder sur le Nasdaq en minutes. Donc, 16 heures, heure de Paris, évidemment. Hop, ça, c'est en secondes, ça ne nous intéresse pas. Hop. Voilà, donc 16 heures, heure de Paris, ça ouvre à 15h30, donc c'est-à-dire 9h30 aux États-Unis. Ça fait 10 heures, heure de la côte Est. Donc c'est ici, on le voit, hein, ce discours de Powell à 16 heures heure de Paris, ça a énormément bougé. On est monté, on a descendu, on est remonté, on est redescendu fort, donc beaucoup de volatilité sur les marchés, et puis finalement on est revenu plutôt en positif. Mais on va regarder les pourcentages. Les pourcentages étaient pas énormes, hein, parce qu'on est monté de près de 0,6%. Après cette montée, qu'est-ce qu'on fait? On descend à près de 1,8 et finalement on remonte autour de 1,5. Donc, alors c'est pas un cours d'action, c'est un cours d'indice. Forcément, l'indice c'est un peu plus lisse, mais même s'il y a eu pas mal de volatilité, on voit qu'il n'y a pas eu véritablement de gros changements donc sur les cours. Probablement que le marché était probablement au courant de ce qui a été dit et ce qui a été dit n'a pas fondamentalement changé énormément de choses. Donc moi j'ai toujours un biais plutôt baissier sur le court et le moyen terme. À voir donc ces prochaines semaines et ces prochains jours comment les marchés vont réagir. On va regarder le CAC, mais le CAC qui ferme à 17h30, il n'y a eu que 1h30, hein. Donc on le voit ici, le discours de Powell vers les 16 heures, on était plutôt baissier et après on est remonté, mais sur les marchés US, on a continué de remonter, donc on pourrait anticiper et voir ce graphe comme possiblement un gap haussier à venir lundi matin, mais toujours plutôt prudent, hein. On va avant de regarder quelques actions, on finira par quelques actions rapides. On va regarder donc juste le CAC 40 pour voir que oui, on mèche vers le haut. Possiblement, hein, avec ce qui a été fait à Jackson Hole, on pourrait être allé un peu plus haut, mais on voit qu'on est toujours sous la plupart de ces moyennes, hein. On a toutes les moyennes ici, à part celle à 200, on a celle à 20, 50, 100 et 150. Toujours plutôt dans le bas de la figure, avec des rebonds qui se font de plus en plus bas. Donc on voit que la force des rebonds commence à s'essouffler. Donc les acheteurs ont de plus en plus de mal. Il y a beaucoup de faux départs également. Et les plus bas sont testés de plus en plus souvent. Et là, avec cette moyenne à 200 et puis le support à 7083 qui pourrait peut-être lâcher et emmener le CAC et pas mal d'indices vers une grosse correction. Et c'est la zone qu'on vise. Nous, elle est ici, les 6826. On verra si le mois de septembre nous donne raison ou pas. Mais il y a quand même beaucoup de chiffres catastrophiques, beaucoup de pression sur les marchés. Donc voir les marchés surperformer maintenant, ça serait surprenant.
Donc oui, donc pour revenir au CAC, rien de nouveau, plutôt négatif. Et puis la grosse zone ici, support résistance, hein, la résistance actuellement à 7400 environ, c'est 7384. Donc on voit qu'on n'arrive même plus à la toucher maintenant. On est vraiment en dessous, bien plus bas. Le cours évolue à près de 100-150 points en dessous. C'est plutôt inquiétant. On va regarder donc juste avant quelques actions. Le Bitcoin, j'ai pas fait depuis un moment. On va faire juste le Bitcoin. Alors, on va commencer en hebdo. Sur le Bitcoin, pour voir que les zones support ici des 20 000 hein, avaient bien été testées, bien travaillées, ont bien fait leur office en 2022-2023. Donc on les a un peu enfoncés, mais on est revenu dessus et on voit que la tendance est plutôt favorable. Alors après, dans ces tendances, il y a toujours des sous-vagues. Et là, on est dans une de ces sous-vagues. Le support hein, qui nous intéresse aussi, c'est celui des 25 000, qui se situe à peu près ici. On le voit, ça a été pas mal marqué. Ici, décembre 2020, c'est les 25 000. Et ici, pareil, on a une mèche. On l'a retesté plusieurs fois avant de recasser franchement. C'est la zone des 25 000. On va revenir en journalier. C'est cette zone-là, 25 000, on le voit ici, au mois de décembre 2020, donc les 25 000. Et puis plus proche de nous, hein, printemps 2022 et été 2022, c'est cette zone des 25 000 sur lequel le Bitcoin bute et finalement bute encore et casse ici au mois de mars. Donc c'est une zone qui a permis déjà une première fois un premier rebond et on pourrait le retrouver une deuxième fois un peu dans l'excès. Pourquoi? Parce que là on retrouve le Bitcoin sous les 30 niveau RSI. Ça lui arrive pas souvent, mais on le voit quand ça lui arrive, c'est souvent une des zones d'opportunité intéressantes. Au niveau des choses négatives, bah, c'est cette zone un peu, cet oblique momentum où on avait une grosse progression du Bitcoin, hein, racheté ici au mois de mars, racheté ici au mois de juin, qu'on est revenu tester ici avec la moyenne à 200 et on casse. C'était autour du 17 août. Donc là, la tendance à court terme, elle est dégradée, mais à moyen terme, on a toujours cette grosse zone de support autour des 25 000. On le voit bien, hein, tester, casser ici, et depuis, on est toujours au-dessus des 25 000, qui devrait permettre au Bitcoin de repartir. Au niveau RSI, au niveau MACD, on est en train d'aplatir un peu les histos là qui commencent à disparaître bientôt pour relancer les choses. On n'a pas encore l'inversion de tendance hein, de nos deux lignes. C'est ça qui nous donnera peut-être une première indication pour rentrer sur le Bitcoin. On a plusieurs indicateurs hein, qui vont nous aider à rentrer au meilleur moment. Donc c'est l'inversion de tendance niveau MACD. Le deuxième ou le premier, je ne sais pas dans quel sens ça pourrait arriver, c'est le RSI, revenir au-dessus des 30. Aujourd'hui, on est à 25. On voit que ça fait un moment qu'on est sous les 30, mais le titre, le cours du Bitcoin ne descend pas énormément. On a eu cette grosse chute hein, avec notamment Elon Musk qui avait parlé, qui avait dit qu'il vendait ses Bitcoins, mais depuis, on voit qu'on se maintient. On n'a pas une continuation de la tendance où on descend en permanence, on a plutôt des mèches basses. Donc c'est plutôt intéressant de voir la résilience du Bitcoin, toujours au-dessus de son support majeur à 25 000. Donc le jour où on recasse les 30 à la hausse et qu'on finit au-dessus au niveau RSI, c'est un signal intéressant. Le jour où on revient sur les 25 000 et qu'on repart, c'est un signal intéressant d'entrée. Le jour où on vient casser l'oblique RSI sur les plus hauts, on le voit actuellement, il est autour des 48-50. Ce sera aussi un signal pour entrer. Et enfin, le dernier signal ici, c'est la dernière oblique sur le cours des plus hauts. Alors là, ça nous amènera, si on a une grosse poussée sur les 28 000, mais probablement dans quelques semaines, cette oblique va descendre. Hein. Hop, on va ici. Ça pourra nous amener ici sur les 27 000, dollars environ. Donc c'est toute cette zone-là qu'on peut surveiller. Et sur le Bitcoin, c'est pas mal d'anticiper parce qu'on voit que si on veut jouer le court terme, souvent on a des gros chandeliers verts et ça part très haut, très fort. Donc ce qu'on surveille, c'est les petites périodes comme ça d'accalmie où la volatilité est assez faible, comme maintenant, qui peuvent être précurseurs d'une grosse poussée.
Alors maintenant, oui, éventuellement en anticipation, mais on a surtout cette zone-là, hein, à jouer. Donc moi sur le Bitcoin, j'attendrai quoi? Le retour au-dessus des 30 niveau RSI, premier signal d'achat, et puis sinon une zone à 25 000 à acheter. Ou enfin l'inversion de tendance niveau MACD pour se replacer sur un Bitcoin. À l'inverse, hein, si on vient à casser les 25 000, c'est-à-dire tester ici la zone des 25 000 et casser vers le bas, ça pourrait être compliqué. Il vaudra mieux alléger, voire vendre une grande partie de ces Bitcoins. Et allez, enfin, quelques valeurs intéressantes. Alors, comme moi j'ai un biais plutôt baissier sur les marchés, les valeurs qui m'intéressent, c'est des valeurs essentiellement défensives, à savoir Carrefour. Carrefour, j'en ai parlé dernièrement avec cette figure un peu de tasse avec anse. La tasse, elle est là. On descend, on descend, on descend, on remonte. Donc entre ces deux carrés bleus. Et enfin l'anse, elle est ici, en train de se dessiner. Et le jour où on vient casser à nouveau les 18,57, on aura un beau signal sur Carrefour. Donc là, c'est plutôt une valeur intéressante à prendre, plutôt sur signal, hein, quand on viendra casser les 18,6. Ça pourrait être intéressant de se mettre sur Carrefour. Si le marché a du mal, on sait que ces valeurs-là, elles ont plutôt tendance à bien performer. Orange, c'est la même chose. Ils sont ici, Orange. Euh, on est bien redescendu sur la moyenne à 200 dernièrement, qui a fait son travail de support. Donc le titre est reparti et on voit, on a une petite phase de baisse de volatilité, voire de congestion qui est en train de se passer dans son canal baissier un petit peu. On est encore loin de l'oblique, mais on a une première phase de travail ici qui est intéressante et qui pourrait nous emmener à terme tester une nouvelle fois l'oblique et peut-être le casser. Donc jouer du orange maintenant, c'est plutôt bien avec un stop sous la moyenne à 200 ou sous les plus bas autour des 9,97 ou des 10,05 pour sortir éventuellement si le cours baisse. Et enfin, on finit avec Valeo. Alors le secteur auto, moi j'aime bien, il est plutôt bien, mais on va pas forcément le jouer. Le secteur auto, même si Stellantis a des graphes intéressants. Valeo, c'est un équipementier auto, donc un peu comme Plastic Omnium. Intéressant pourquoi graphiquement on revient proche de cette oblique-là, l'oblique verte sur les plus bas, qui a été à chaque fois racheté, on le voit ici mars 2022, octobre 2022. Là on a frôlé en mars 2023, mais on y est revenu en mai, ça a été racheté mai 2023. Et là on est en train d'y revenir. On est tout proche, donc la semaine prochaine, on aura probablement une porte d'entrée intéressante. Et puis ce qui va se passer, ce qu'on va surveiller, c'est pareil, c'est si on a une inversion de tendance niveau MACD et une réaction sur ces niveaux-là autour des 17,5. Et si le titre repart, ça peut être pas mal de prendre du Valeo ici au plus bas pour aller jouer une remontée et puis éventuellement tester les 21, les 21,4, hein, qui font toujours résistance. Déjà, ce sera le premier objectif, et puis après, si on le casse, pourquoi pas aller plus haut. Donc la semaine prochaine, on va surveiller Valeo, ça pourrait être une valeur intéressante à prendre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à poser des questions, hein, en commentaire, j'essaye d'y répondre à chaque fois. Et sinon, il y aura aussi les autres abonnés, hein, qui pourront vous répondre. Des questions sur la bourse, sur les valeurs en général, le trading. J'y répondrai. Bon trade, à plus!